Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Cette semaine, nous revenons sur Lost Country. Politizu decu. Dobro je što ste pozvali na kontraproteste. Le 25 septembre 2023, nous avons reçu le réalisateur Vladimir Perezi pour la présentation de son nouveau film. Après Ordinary People en 2009 et 14 années sans un nouveau film, voici enfin venu Lost Country. Je vous laisse écouter l'échange entre le public et le réalisateur au sujet de ce nouveau film. Je rappelle une chose simple, c'est que si vous voulez intervenir, vous me faites signe et évidemment, toutes vos interventions sont les bienvenues. Je pense que Vladimir a très envie de vous entendre, à la fois sur le film et puis aussi de répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. Et comme Vladimir en parlait tout à l'heure de Ordinary People, peut-être ce serait bien aussi de rappeler un peu enfin moi c'est la chose dont j'ai eu besoin aussi quand j'ai vu Lost Country, c'est de revoir un peu le contexte. On est en 1996 en Serbie, à Belgrade, il y a des manifestations étudiantes, mais comme la Serbie, c'est pas un pays qui a eu une histoire facile dans ces 30 dernières années, c'est peut-être pas mal de resituer un peu cette période, en fait, que vous avez vécue d'ailleurs, puisqu'on parle un peu de vous dans ce film. Alors, très compliqué de restituer le contexte parce qu'il est très complexe, très compliqué. Mais je peux essayer de le dire autrement. En fait, je suis toujours touché quand j'entends l'international à la fin. Et parce que j'ai compris assez tard dans ma vie que mon choix de quitter la Yougoslavie juste après les manifestations, 96-17, n'était pas seulement un exil géographique, mais un exil historique. C'est-à-dire que en venant en France, j'ai renoué avec cette histoire de la gauche qui a commencé avec la France, la Révolution française, la Commune de Paris, les jours de juin, mai 68. Voilà, et j'ai très récemment appris qu'en fait la résistance des partisans, la résistance antifasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale, des partisans de Tito a commencé sous le drapeau de la Commune de Paris. Voilà. Alors pourquoi je raconte tout ça? Parce que je crois que les années 90 en Yougoslavie, c'est la fin en fait de deux grandes histoires, cette idée de l'union des Slaves du Sud et la création de la Yougoslavie en 1918, et ensuite de la révolution yougoslave et de la deuxième Yougoslavie de Tito dans laquelle on a vécu. Je ne sais pas si ça vous aide beaucoup, mais quelque part, pour moi, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit le film. Et sur cette idée de qu'est-ce qu'on fait quand une révolution est trahie. Et d'ailleurs, le titre, par rapport à ce que tu viens de dire sur effectivement l'international qui est là, présente au début du film, et puis aussi au générique de fin, il y a aussi, effectivement, ça s'ouvre sur cet enfant, donc Stéphane, cet adolescent qui est chez son grand-père, chez sa grand-mère, mais qui a une relation très particulière avec son grand-père. Le film est à ce moment-là très lumineux, il lui pose des questions, on découvre. Et le choix du film, c'est Lost Country, il y a quelque chose qui relève de l'Éden et quelque chose d'un paradis perdu, effectivement. Et presque, moi, je me posais des questions si c'est une espèce de nostalgie par rapport à ce qu'avait pu être la Yougoslavie, même si toi-même, tu étais trop jeune pour l'avoir connue, en fait. Non, pas de nostalgie, parce que
je pense que la nostalgie est un affect assez réactionnaire, mais j'étais construit sur ces valeurs du socialisme yougoslave. Et on a quand même dit non à Staline en 1948, donc c'était une expérience tout à fait à part. Et sur ce système d'autogestion inspiré par la commune, c'était ça la Yougoslavie de Tito. Voilà, ici c'est Lost Country dans le sens d'un pays qui n'existe plus, qui est la Yougoslavie, qui est aussi dans le sens d'un Éden d'enfance et d'une innocence qu'on perd, avec ce passage de la campagne dans la ville et de la nature vers une sorte de prise de conscience politique des choses. Et finalement, cette idée de mère-patrie. Voilà. Mais si concrètement, il faut un peu élucider le contexte, c'est-à-dire c'était des manifestations qui ont éclaté à cause de l'annulation du deuxième tour des élections municipales par Milosevic. Voilà. Et aussi, peut-être la dernière chose sur le contexte, tout à l'heure on parlait de l'État indien, j'avais envie que ce début a une sorte de Stimmung lumineux d'un État indien, parce qu'en fait, en Serbie, on s'appelait encore la Yougoslavie en 1996, jusqu'à 2003, je crois, alors qu'elle n'existait pas. Et j'avais envie En fait, il vit dans une illusion. C'est beaucoup moins une nostalgie que c'est une illusion que ce pays, il existe. Il n'existe plus. Quelque part, l'idée dramaturgiquement était de commencer le film. Donc 96, c'est un an après les accords de paix de Dayton, c'est un an après Srebrenica. Donc quelque part, tout est déjà joué, tout est fini. Il reste qu'au personnage d'en prendre la conscience. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir dès maintenant. Ou... N'hésitez pas. Hein. Oui, j'accours. Oui, bonsoir. J'ai beaucoup aimé le film. Alors, j'étais très, très contente qu'on revienne sur cette histoire à travers du film, que j'ai eu l'an dernier l'occasion de revoir un peu, parce que j'ai fait un voyage touristique, mais on a eu quand même on a rencontré des journalistes aussi, du Courrier des Balkans, hein, donc en Serbie, puis après au Monténégro. Et donc le guide, notre guide pour ce voyage, enfin, sans être nostalgique, regrettait quand même la période de la Yougoslavie, déplorait en tout cas des divisions, en particulier avec le Kosovo, disait que ben oui, la question n'est pas encore réglée. La Serbie considère toujours que le Kosovo fait partie de la Serbie, donc ils ont un peu le sentiment que les divisions sont toujours là et qu'il y a toujours des risques d'opposition. Enfin bon, votre film est vraiment intéressant. C'est un épisode très particulier. Ma question, c'est pourquoi avez-vous choisi quand même la mort du jeune, c'est-à-dire une fin vraiment dramatique, en opposition, c'est vrai, à ces premières images qui sont lumineuses, alors qu'après, la suite est noire. Alors, c'est un choix quand même si on peut comprendre, surtout avec la trahison de sa mère, je pense que c'est ça qui détermine. Hein. Mais n'empêche, pourquoi avez-vous fait ce choix ? Est-ce qu'il a un caractère symbolique pour vous ? Alors, c'est pas moi qui ai fait le choix, c'est le personnage qui fait le choix. Et il y a cette chose assez étrange quand on écrit un scénario, il y a un moment, en tout cas, les films que je pense que j'ai réussi à leur donner vie, parce qu'il faut que la vie prend, c'était quand dans le scénario, le personnage s'échappe. Il commence à agir et moi je le suis, d'une certaine façon. Hein.
Donc c'est le choix du personnage. Bien évidemment, je me suis posé la question, j'avais très envie de l'empêcher. Hein. Et Alice, ma scénariste encore plus. Quand En écrivant le Vladimir, scénario, hein. quand Vladimir parle d'Alice, il parle d'Anis Vinocourt, qui a réalisé, mince, le titre m'échappe, Paris, Revoir Paris, Proxima. et donc qui a effectivement écrit le scénario avec Vladimir. Pardon, excuse-moi. Et je me suis posé la question d'autant plus qu'il y a cette phrase de Truffaut où il dit qu'il ne faut pas tuer les enfants dans les films. Néanmoins, il aimait Rossellini, qui a quand même assassiné 2 gamins dans ses films, dont Allemagne année zéro, qui était un film que j'ai découvert dans les années 90 et qui m'avait bouleversé. Sur un enfant allemand à Berlin en 1945 qui se suicide. Voilà, je peux dire que pour moi, c'est un film où par amour, par la mère, il devient un instrument d'oppression politique du parti, parce qu'il s'attaque à ses copains, il devient une sorte de petit soldat du parti, par amour pour la mère. Donc ce suicide, c'est aussi une façon de se révolter contre soi-même, contre ce que la société fait de nous. Et je ne le vois pas comme quelque chose disons, négatif. Mais c'est d'une certaine façon, on se construit aussi en détruisant ce qui a été fait de nous. En tout cas, moi, je sais que ces manifestations étudiantes étaient vraiment un déclic intérieur, que je me révolutionne, de prendre conscience que j'étais un produit de circonstances et d'une société métastasiée. Et c'était le début d'un processus de vérité pour moi, à partir de là, de détruire tel que j'étais construit pour me réapproprier mon corps par rapport à une, disons, expropriation par la famille, le système d'éducation, l'État, etc. Il y a quand même, alors moi je voudrais aller, parce que je trouve la question très intéressante quand même, et aller un peu plus en profondeur par rapport à ce choix d'emmener Stéphane vers le suicide. D'abord, la première chose, c'est que je crois que le déclencheur du film, du scénario, c'est le suicide de la fille je ne sais plus si c'est Vladish ou... voilà, donc c'est une personne qui, avant les événements terribles qu'on connaît, a fait le choix du suicide. Donc je crois que ça a été déclencheur, peut-être tu pourras en parler. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi que en Serbie, plus que chez nous, aller contre son père ou sa mère, c'est envisagé comme une trahison. Et donc, face à cette trahison dont on est responsable, peut-être ça nous emmène vers des actes comme celui où est amené le personnage. Et puis, un autre point quand même, c'est que c'est quand même très autobiographique. Ça, tu pourras en parler aussi. Enfin, tu viens de l'évoquer, mais c'est vraiment très profond chez toi, cette histoire avec la mère. Et effectivement, tu as choisi de l'emmener vers le suicide, mais en tout cas, toi, tu es là. Donc, tu as fait un autre choix, finalement. Tu as choisi comment dire, de sortir de cette histoire autrement. Oui, quand on avait fait un débat filmé avec Olivier Père, le directeur d'Arte, parce qu'Arte est coproducteur du film, il m'avait posé cette question que je trouvais très juste, mais juste un peu comme chez le psy quand ça fait tilt soudainement. Hein. Qu'est-ce que ça fait de filmer son propre suicide? Alors,
Je vais y répondre en reprenant. Donc, oui, ma mère était dans le parti de Milosevic. Et je viens d'une partie d'une famille de communistes yougoslaves résistants, antifascistes des deux côtés. Ils étaient tous résistants, quoi. Voilà, mais elle n'était pas elle était ni porte-parole du parti, elle travaillait dans la culture. Donc, moi, ce qui m'avait intéressé ici, à travers cette question du porte-parole, c'est aussi de questionner la place de la femme dans une société patriarcale, parce que la Serbie est une société très patriarcale, et où les femmes n'ont pas leur voix, en fait. Voilà, il y a une sorte de fidélité à la mère qui est beaucoup plus importante que la fidélité au père, parce que quelque part, la révolte contre le père, c'est presque un passage obligé de l'adolescence et de devenir adulte. Hein. Tu es le père, quoi. Et je crois que le lien qui nous lie à la mère, parce que on est issu de ce corps, c'est un lien tellement profond qu'il ne peut jamais être coupé. Alors que la paternité est une chose symbolique, elle se construit. Voilà. Et oui, quand je suis arrivé en France, qui était une décision de quitter la Serbie et de me réinventer, hein, quand j'ai pris conscience de ce qui se passait, j'ai découvert dans un article de Libé, il y avait un petit comme ça entrefilé que la fille du général Mladic, donc, qui était condamnée au tribunal de l'Haye pour Srebrenica, qui était le chef de l'armée serbe de Bosnie, s'était suicidé en 94, donc un an avant ouais. Voilà. Et je m'étais reconnu dans le personnage. Il y avait quelque chose dans son suicide qui résonnait en moi, de la même façon que quand j'avais découvert Allemagne Année Zéro, Edmund, pour moi, c'était un film contemporain et d'actualité. Hein. Mais j'ai choisi l'exil. Voilà. J'ai choisi l'exil que le personnage n'a pas cette possibilité. Ceci dit, il y a quelque chose dans les films de Bresson que j'aime beaucoup, parce qu'il a aussi filmé pas mal de suicides, dont Mouchette. Chez lui, le suicide ou la mort, comme le moment où Jeanne d'Arc est brûlée sur le bûcher, n'est pas une mort, mais un escamotage. C'est comme une ouverture d'un point de fuite dans une situation où il n'y a pas de perspective. Donc pour moi, l'exil, et justement ce exil que je disais qu'il n'était pas seulement géographique dans la France, mais renoué avec cette histoire de gauche qui était en train d'être détruite en Yougoslavie dans les années 90, parce qu'on a eu un véritable retour du fascisme, des fascismes historiques des années 40-45. Et je crois que c'est ça qui m'a permis de m'ouvrir à la vie, de renouer avec cette histoire, et qui est passée pour moi par la langue française. Que j'avais compris à quel point la langue serbe était contaminée, parce que toute la contre-révolution s'est faite par les écrivains nationalistes et par la langue. J'étais très jeune et elle me pensait la langue. Et je l'ai rejetée. Voilà. Et donc c'est la langue française à laquelle j'ai une énorme reconnaissance, à une pensée qui passe par la langue française, qui m'a permis de m'ouvrir à la vie. Comme le personnage, il n'avait pas cette possibilité, donc je crois que c'est pour ça qu'il va vers la mort. Hein. Vous avez des interventions, des questions? Oui. Comment votre film a été reçu dans les différents festivals des Balkans, s'il y était? Alors, pour le moment, on a montré le film à Sarajevo,
Il était très très bien reçu. Puis au Monténégro. Et il sera montré en Serbie en novembre sur un festival qui s'appelle le Festival de films d'auteur que j'aime beaucoup. Et aussi en Croatie en novembre. Donc j'en saurai plus à ce moment-là. Il n'y a aucune... C'est un hasard que ça s'est fait comme ça. J'ai choisi les festivals que j'aime ou que j'ai une affinité avec, disons, la politique de programmation des films. Voilà, mais ce qu'on a décidé, c'est de sortir le film dans toute l'ex-Yougoslavie le 29 novembre, qui est le jour de la République yougoslave de Tito, donc, qui a été proclamée en 1983, le 29 novembre, par le Conseil de résistance populaire antifasciste. Voilà, ce qui n'est pas si simple que ça, parce que ce sera le premier film distribué en toute ex-Yougoslavie en même moment depuis 90. Et donc il faut réunir 7, 8 distributeurs et qu'ils acceptent cette date symbolique du 29 novembre. Voilà. Mais pour continuer sur cette question, c'est donc on l'a dit tout à l'heure, entre Ordinary People 2009 et donc Lost Country 2023, il se passe 14 ans. Alors tu l'as dit, tu as parlé de littérature, le langage est quelque chose qui t'intéresse particulièrement, mais la question c'est est-ce que c'est compliqué pourquoi il y a eu tant de séparation entre ces deux films? Est-ce que c'est compliqué de réaliser des films en Serbie, ou est-ce que tu es passé totalement à autre chose? Tu avais besoin de tout ce temps-là pour raconter cette histoire? Parce qu'il y a aussi, à la base, il faudrait peut-être en parler de ce film, un court-métrage aussi qui a été, alors qui était un peu différent malgré tout, puisque c'était la relation d'un père et d'un fils. Tu en as parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est plus facile à évacuer que le complexe d'Édipe. Mais voilà, il y a eu tout ce temps quand même, ce travail sur toi, et puis d'autres approches peut-être. Mais il y a plusieurs raisons. D'une, quand j'ai fait Ordinary, nous avons tourné ce film avant que Karadžić et Mladić soient arrêtés. Ça, c'était une nécessité, par contre, de le faire avant. Ouais. Et j'avais une urgence. Pour moi, le fait de le tourner avant qu'il soit arrêté est un geste politique ou la façon dont le cinéma peut faire la politique. Parce que je ne crois pas à ce fait que faire des pamphlets ou imposer mon point de vue politique. Non, il me fallait un geste. Et c'est une sorte de geste par lequel on se sauve aussi. Hein. Et j'avais vraiment cette urgence que je crois que je lui faisais confiance, elle me guidait et elle me portait, mais je l'avais compris peut-être qu'après. Et surtout, Ordinary, on avait tourné à peu près à 80 km de là où était caché Mladić, que j'ai compris que 10 ans plus tard, ou 8 ans plus tard, quand il a arrêté. Voilà, mais il y avait une énorme résistance de l'État contre le film, contre le faire, et le film s'est fait dans... On va peut-être dire en deux mots ce que racontait Ordinary People, peut-être. Oui, pardon. Il raconte la journée d'un soldat qui, dans un groupe de 8 soldats, est amené dans un bus le matin, dans une ferme, et sans qu'ils connaissent le but de la mission. Et ensuite arrivent des bus de prisonniers, on leur demande de les exécuter, et il accepte. C'est-à-dire, il n'a pas... Je dirais pas, il n'a pas la force. Il y a une ambiguïté. Il glisse comme ça dans une situation et il finit. Au début, le personnage se rebelle un peu quand même. Il refuse d'une certaine manière. Il y a une sorte de résistance, mais il est emporté par le groupe et il finit comme un mass murderer. Voilà. C'était quelque chose d'assez simple. C'était une sorte de description phénoménologique d'un crime de guerre et d'un massacre. Voilà, donc la réaction à ça a été très très violente. Je ne m'en rendais même pas compte. Et c'est là où j'ai compris que l'État les cache en fait.
Voilà. Mais à part la violence je me suis pris plein la gueule d'avoir fait le film, je crois qu'il y a aussi cette chose très simple qui est j'ai mis du temps de trouver la même nécessité ou la même urgence de faire un film. Et j'avais aussi besoin que tous les procès à La Haye ont lieu, afin qu'on peut vraiment savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait cette brume de guerre dans laquelle on était, où c'était très difficile de dénouer ce qui réellement s'était passé. Et du coup, très difficile de raconter une histoire. Comme si j'avais besoin que ça devienne du passé pour pouvoir arriver à un récit. Parce qu'Ordinary, c'est un film, tu sais, qui se construit sur le refus d'un récit, parce que le récit, c'est aussi du sens. Et à l'époque, quand j'ai fait Ordinary, je n'étais pas capable de faire sens de ça. Donc, je n'arrivais pas à faire un récit. Je crois que j'avais besoin aussi de ce temps-là. Voilà. Et puis, c'est très compliqué de financer un film en Serbie, c'est un enfer. Et ensuite, il y a eu le Covid, et paf, quand tout ça s'accumule, on arrive à une période très longue. 14 ans, c'est long quand même. J'espère que tu as eu des occupations entre-temps. Vous voulez oui? Alors, attends, on va commencer par là. Alors, c'est par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai cru voir le logo du ministère serbe de la Culture au début du film, donc ils ont participé au financement du film. Comment ça se fait qu'ils ont financé ce film justement après leur réaction par rapport à Ordinary People et au fait qu'aujourd'hui on a un gouvernement, enfin un président en Serbie qui est un ancien ministre de Milosevic, donc qui a un peu été dans cette période, enfin le film critique la période dans laquelle il était déjà un homme politique, quoi. Mais sur ça, le ministère de la Culture m'a vraiment aidé. Je pense que les choses ont pas mal changé depuis 2009. Faire un film sur un massacre en 2009, c'est pas la même chose que faire ça aujourd'hui. Je veux dire, voilà. Et sur le président, le parti réformiste, c'est vrai, sur la distanciation de la politique des années 90. Donc, il a un soutien de la communauté européenne aujourd'hui, tout ça. Après, pour entrer dans... Il faudrait que je décortique dans les détails comment c'est composer, recomposer la scène politique serbe. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Je veux dire, c'est passionnant pour une analyse politique, mais j'ai peur que ça va nous prendre afin que j'explique les choses beaucoup de temps. Hein. Je ne peux pas le résumer. En tout cas, on n'est pas aujourd'hui dans une simple continuité, même si se peut que ça revire, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, c'est la même situation que les années 90. Les années 90, c'est la fin de cette grande histoire de la Yougoslavie, comme l'Union des Slaves du Sud, et la fin du communisme. Et je crois même que la situation d'aujourd'hui est peut-être même beaucoup plus complexe, parce qu'elle a ses autres contradictions, mais elle n'est pas, au fond, comparable. Et puis, je ne sais pas, pour donner un exemple, Tito de 43, ce n'est pas le Tito de 72, comme De Gaulle de 41, ce n'est pas le De Gaulle de 67. Hein, tu vois, je veux dire, les hommes politiques, c'est le champion des revirements. Et sur les aspects culturels, tu me disais aussi que le film est pressenti pour les Oscars, par exemple, et que c'est très compliqué. Là, ça t'emmène dans des pérégrinations un peu compliquées au niveau culturel, en fait. Mais bon, je sais pas si c'est anecdotique tout ça. Hein. C'est un peu anecdotique, parce que je veux dire, il y a une chose que moi j'aime pas, c'est jouer à la victime, quoi. Il y a que ça ne va pas. C'est le prix qu'un artiste fait
pour être libre, c'est qu'il doit le faire. Voilà. Qu'il y a des contrôles politiques. Et puis, je ne sais même pas pourquoi on a inscrit le film, parce qu'être candidat national, c'est quelque part, par principe, je dis c'est totalement absurde, puisque Lost Country, il faudrait que le pays existe pour ce que je le représente. Comme il n'existe plus, je peux représenter personne sauf moi-même. Et comme Rivette disait très très bien, le cinéma d'auteur, c'est le cinéma à la première personne du singulier. Donc, et il y a une sorte de refus en moi de représenter ou de parler au nom d'un groupe. Je crois qu'il y a quelque chose de très dangereux là. Presque ventriloque, tu vois, de s'accaparer. Ah, je suis le médium qui interprète la voix du peuple. Il y a quelque chose que j'aime pas du tout. Je trouve que c'est une manipulation. Et par exemple, avec les gamins, quand on me posait les questions sur les gamins, je disais, mais posez-leur les questions aux journalistes après Cannes ou quand ils ont... Mais posez-leur. Si vous voulez entendre, c'est pas à moi de leur interpréter, j'en sais rien. Il faut les écouter attentivement. Je suis pas le papa qui a la parole, il reste muet. Donc, tout ça, ça me va à fond. Il y avait une... Oui, donc moi déjà je tenais à dire que j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai trouvé très intéressant sur plusieurs aspects. J'avais une question parce qu'au final, quand on regarde le film, je trouve qu'il y a plusieurs messages qui passent à travers l'histoire. Premièrement, évidemment, un message politique clair et précis avec tout ce qui est donné dans le film. Euh, J'avais aussi, il y a aussi en deuxième, je trouve, un message d'une famille aimante au début du film, puis qui se disloque entre guillemets complètement à la fin, et évidemment en conclusion un suicide. Donc j'aurais voulu savoir si pour vous il y avait un message entre guillemets qui était plus important ou qui vous tenait plus à cœur que les autres, ou si tout était entre guillemets à peu près sur un même pied d'égalité. Alors, John Ford disait que les messages, ça s'envoie par la poste. Et aujourd'hui, je crois qu'il aurait dit par SMS. Alors, je suis très contre cette idée que un film, un livre, une œuvre d'art envoie des messages. Je crois que l'art pense autrement, et ensuite chaque art pense dans les particularités de son médium. Quand vous lisez Guerre et paix aujourd'hui, on s'en fout de la position de Tolstoï sur ce qu'il pense de Napoléon, ou je ne sais plus qui était le roi russe à l'époque. Mais c'est le premier livre de l'histoire de la littérature où la guerre est décrite du point de vue des gens ordinaires et non pas des généraux et des rois et des princes. Je crois que c'est ça la façon dont l'art peut faire la politique. Voilà. Et pas en ayant des messages ou on s'en fout ce que je pense politiquement, quoi. Tu vois, je sais pas, c'est pas intéressant, je crois. Et je me permettrai pas cette idée qu'on a un savoir qu'on veut l'imposer à l'autre, le partager. Je sais pas, moi j'ai besoin de laisser le spectateur libre. Et je crois qu'au fond, j'essaie de faire un film juste qui peut produire une émotion, et qu'à partir de cette émotion, on arrive que le spectateur puisse penser. J'aimerais, je serais vraiment heureux s'il y aurait autant de films que de spectateurs dans une salle. Je crois, je sais pas, vous êtes 30, 40 ce soir. Mon
mon idéal, c'est qu'il y a eu 40 films. Parce qu'en fait, un film, il existe que... Il n'y a pas d'objet film. Un film n'existe que sur ce qui se passe entre l'écran et le spectateur. Et aussi construire le film une façon de laisser le spectateur libre, laisser de la place pour son imaginaire. Laisser la place pour qu'il inscrit du sens. Je crois que c'est une façon de le laisser libre et actif, de créer son film. Voilà. Après, c'est un film très personnel, donc bien sûr, il y a tout le travail de réflexion que j'ai fait sur moi-même ou les années 90, mais c'est pas ça quelque part le but. Je sais pas si ma réponse est claire sur. Si, enfin, après on pourra évoquer tes choix cinématographiques qui sont aussi dans ces éléments de réponse, mais malgré tout, il y a quand même un élément important, c'est que et que tu veux décrire, c'est quand même que on a en miroir ce qui se vit dans une société et ce qui se vit dans une famille quand même. Tu vois, les oppositions qu'il y a dans la société, elles se retrouvent aussi dans la famille. Ça, c'est quand même un discours, en fait, malgré tout. Non, je ne crois pas que c'est un discours, un message. C'est juste d'observer à travers 3 générations d'une famille l'histoire d'un pays. En fait, l'idée, elle est venue a posteriori. C'est qu'en observant ma famille, je me suis dit, tiens, c'est à travers... Ça parle de division, donc c'est mon quand grand-père, même des choses... ma mère, moi, les positionnements politiques, les conflits qu'on avait vécus, je me disais, mais en fait, c'est totalement la grande histoire, c'est reflété sur cette famille. Donc j'ai décidé de l'observer sur ce petit échantillon d'une famille que je connaissais. Et c'est juste parce que j'étais un peu légitime et sûr que là j'ai été témoin, donc je suis sûr que c'est juste, que c'est pas quelque chose où je vais projeter des idées ou en créer un de personnage, mais je prends comme ça quelque chose de personnel, je l'observe et j'essaye de travailler à partir de ça. Et puis en travaillant, ça arrive, et il y a un moment où tu te dis, tiens, là, ça peut-être, c'est assez pas fort, ça a pris vie, ça s'est noué pour que ça peut produire de l'émotion et donc de la pensée pour le spectateur. Voilà, c'est quelque part là Puis il y a une part très mystérieuse de pourquoi on a besoin de partager. C'est aussi ça. Ce film, j'avais besoin de le raconter aux autres. Ordinary, c'est pas un film qu'on veut raconter aux autres, c'est une autre approche. Voilà, ça c'est une histoire que j'avais besoin de partager avec les autres. Pourquoi ? Très compliqué. Et puis, quelque part, peu importe. Mais ce qui est important, parce que j'ai eu d'autres scénarios, puis à un moment, tu dis, est-ce que j'ai le besoin de le raconter à quelqu'un ? Non, peut-être pas. Ça peut faire un très bon film, mais moi, je n'ai pas le besoin de le faire. Quelqu'un le fera mieux, qui aurait ce besoin. Et donc, il y a un moment, tu dis, tiens, cette histoire-là, j'ai besoin de la raconter. Donc, je la raconte. Voilà, parce que je sais qu'il y a quelque chose que j'essaye de donner à l'autre. Et il y a des histoires que... J'ai eu des scénarios pendant le temps parce que j'avais fait une maison d'édition et j'écrivais des scénarios qui peut-être étaient beaucoup plus intéressants que ceux-là, mais je disais, mais non, moi, je n'ai pas la nécessité intérieure de la raconter à quelqu'un. Ordinary, j'avais ce besoin avec moi-même de faire ce geste, de tourner le film avant qu'il soit arrêté. Et c'est un film qui presque prend très peu en compte le spectateur. En tout cas, il est dur avec, quoi. Et, parce qu'il venait de ce autre besoin. En tout cas, que ce soit, même si les films sont très différents, que ce soit Ordinary ou Lost Country, il y a une approche cinématographique
Tu parlais tout à l'heure de Bresson. Et effectivement, on la ressent beaucoup, notamment dans la façon de travailler avec les acteurs ou les non-acteurs. Alors, dans Lost Country, l'actrice, enfin la personne qui joue la mère est une actrice professionnelle, mais la plupart des acteurs sont non-acteurs. Et c'était le cas déjà dans Ordinary People. Il y a cette volonté quand même de travailler avec des non-acteurs. C'est un choix important dans ce travail cinématographique. Alors, j'adore travailler avec les non-acteurs, et encore en plus, ils sont enfants. Je crois que c'est la seule partie du processus de faire un film où je prends vraiment du plaisir. Parce que les amateurs, étymologiquement, ça veut dire celui qui aime, de amato en italien. Et alors que les professionnels de la profession, c'est un enfer. Les gens qui vont sur un tournage comme si c'est, je sais pas, travailler dans une banque. Et je suis incapable de ça. Avec les enfants, en fait, je joue, d'une part, ou les non-acteurs, plus âgés. Mais il y a aussi cette chose que j'aime, ça m'oblige de sortir de moi-même. Ça m'oblige d'aller vers l'autre, de ne pas aller faire un film avec un projecteur, mais avec une caméra. Et je les laisse, je pense, très très libres. Et j'accepte d'abandonner le scénario. C'est-à-dire, ils ne lisent jamais le scénario. Ils savent de quoi parle le film pour qu'ils soient consentants. Et quand ils sont mineurs, leurs parents aussi. Et ensuite, on tourne dans l'ordre. Et je les laisse réagir aux situations fictionnelles comme dans un documentaire. Et j'accepte leur réaction. Et il y a énormément de choses que j'apprends quelque part. Que tu vois que dans l'imaginaire, même si l'imagination est aussi un outil de connaissance. Mais il y a aussi dans notre imaginaire, il est formé parce qu'on a déjà vu, lu, et qui finissent par être des clichés, ou en tout cas il y a un vieillissement. Et quand je suis confronté aux acteurs, je suis confronté à l'autre, au réel, et souvent je suis très surpris, je me dis tiens, en écrivant j'ai imaginé ou j'ai écrit la réaction comme ça, mais en fait c'est assez faux. C'est dans la vie, à ce âge-là, on réagit comme ça. Et j'accepte. Voilà, et ce processus, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et je crois que tout l'intérêt pour moi du cinéma, s'il existe, il est là. Parce que sinon, la littérature est un art vraiment supérieur. Et puis surtout, ça vous oblige pas de passer par tout ce enfer, que c'est cher un film, que vous faites avec des financiers, des bandits et tout ça, de l'argent, quoi. C'est Wolves of Wall Street. Et mais, ce fait d'aller vers l'autre, de sortir de sa chambre, ou parce que j'ai fait aussi des études de littérature, j'hésitais un moment. Donc sortir de la chambre dans laquelle j'aurais resté enfermé si j'avais continué avec la littérature, je trouve que c'est ça la force du cinéma. C'est aller vers l'autre, aller vers la vie, et que ce moment où on s'ouvre à la vie, au réel, comme une fenêtre, ouais, c'est ça qui fait que je sais que, quelles que soient les difficultés de faire un film, je vais recommencer. Parce que c'est une expérience incroyable. Voilà. Et c'est dans ça que j'aime les non-acteurs. Et sur Jasna, l'actrice, mais en fait, non, elle n'est pas du tout actrice. J'ai fait un documentaire sur elle en tant qu'actrice, avec cette idée que les hommes, femmes politiques sont devenus des actrices-acteurs parce qu'il y a toute cette dimension médiatique. Est-ce que c'est une femme politique Non, c'est une actrice. Ah, d'accord, pardon. J'étais perdu. Mais je me suis dit, si je fais un documentaire juste sur une actrice, ça sera aussi, d'une certaine façon, juste sur cette dimension de jeu ou de performance des politiques. Et quand on avait montré le film à Sarajevo, il y avait un Q&A avec Jasna et le garçon qui joue. Et il y avait cet acteur que j'aime beaucoup, Zlatko Buric,
qui a joué pas mal qui vit au Danemark, qui a joué chez Reading Refn. Et il a dit, mais elle lui ment si sincèrement. Voilà, je ne sais pas si c'est une association que j'ai eue. Oui, l'idée c'était, je crois, Yasna, je pense que le film, c'est un documentaire juste sur elle. Je ne lui ai rien demandé de faire qu'elle ne fait pas. Et j'ai beaucoup de choses que j'écris, j'ai abandonné, j'observais, parce qu'elle a un côté assez manipulateur. Et parfois même toxique. Et juste pendant l'année où on se voyait en prenant des cafés, ou pas vraiment répétant entre elle et le garçon, parce que je voulais nouer une intimité et un lien affectif entre eux qui ressemble à un lien mère-fils. Mais en observant, je voyais plein de choses et je me disais, tiens, elle manipule comme ça. Donc, souvent, on me pose la question, est-ce que c'est ton histoire avec ta mère? Ben non, d'une, elle n'était pas porte-parole, mais en fait, c'est Yasna et Johan qui ont profondément modifié. C'est tout à fait, le film est devenu tout à fait autre chose. C'est Yasna. Et tout ce qu'elle fait dans le film, elle le fait vraiment. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais, c'est un documentaire sur elle, en tant qu'actrice, ou comment elle... C'est façon de fonctionner, voilà. Donc je l'ai choisi aussi d'une certaine façon comme un modèle, dans le sens de Bresson, de non-acteur. Hein. Une deuxième fois. J'avais deux questions. Une vraiment, bon, enfin c'est un détail, mais quand même, on est enfin, moi, je suis un peu étonnée de la façon dont elle l'appelle ma petite remorque. Est-ce que quel sens ça a? Franchement, en France, vous êtes en France, vous savez qu'une mère n'appellerait pas son enfant ma petite remorque. Alors, est-ce que c'est courant là-bas? Et la deuxième question est, bon, on fait référence un peu à l'aspect documentaire. Quand on voit les manifestations des étudiants et la porte-parole qui a un discours très politique. Nous allons avoir la liberté, nous cultivons les valeurs universelles, etc. C'est un discours qu'on entend quand même depuis un certain temps, et pas seulement là. Comment est-ce que vous lui donnez une valeur de vérité, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé bien dans le paysage? Je ne sais pas. Alors, ma petite remarque, c'est sans doute pas sans doute, ce sont les faiblesses de moi en tant que traducteur. J'ai pas trouvé mieux en français. Et j'ai même fait appel à des traducteurs, ils n'ont pas trouvé mieux parce que en serbo-croate, elle appelle Prikolica, parce qu'il y avait un dessin animé qu'on avait en Yougoslavie socialiste, communiste, très populaire, Nikolica i Prikolica. Nicolas et sa petite remorque. C'est un peu comme, je ne sais pas comment s'appelle le personnage, et Snoopy. Voilà, ils allaient tous. Et c'était assez courant d'appeler les enfants Prikolica. Voilà. Donc c'est un jeu de mots qu'en plus j'ai trouvé avec eux, avec Yasna surtout, qui se rappelait de cette époque, et c'est devenu entre eux, et il y a quelque chose qui passait, qui était juste, voilà. Et ensuite, quand je me suis retrouvé en montage et qu'il fallait sous-titrer, je me dis, un peu compliqué. C'est vrai que je pense qu'on s'est tous posé des questions sur ma petite remorque. Après, peut-être ça serait bien que vous m'expliquiez ce qui passe pas en français sur ma petite remorque. Non, c'est pas que ça passe pas, c'est qu'on s'interroge effectivement sur ce petit diminutif qu'on n'emploie pas en fait, tu vois. C'est aussi bête que ça. Oui, parce que j'arrivais pas à trouver un équivalent dans la culture française qui pourrait expliquer. Voilà, mais même les traducteurs que j'ai demandé n'en trouvaient pas. Et alors, sur les manifestations, non, je ne lui donne pas. Je ne suis pas quelqu'un qui croit la parole politique. J'ai une méfiance. Je me suis construit comme ça. Et là, les années 90 et les manifs 96-17, c'est une sorte de contexte ou d'arène où... et ça pourrait être un autre contexte, une autre arène.
mais où se passe une histoire d'amour entre une mère et fils. Et moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est d'explorer ce qu'on appelle un conflit de double loyauté, qui est là une loyauté à la mère et une sorte de loyauté, un sorte de principe moral, éthique qu'on sent en soi. C'est ça que j'ai voulu explorer. Voilà. Donc dans un autre contexte, j'aurais pu très bien le situer quelque part. Bien sûr, je l'ai situé là parce que je sais que émotionnellement, moi, c'est le plus fort. Et que je pourrais utiliser cette expérience personnelle, pas du tout parce que j'ai besoin de me raconter moi-même, mais parce que je sais que là, j'ai une matière sur laquelle je serais juste, parce qu'il y a quelque chose dans la fiction, quand c'est des sujets éloignés de nous, ou les grands sujets, moi ça me fait toujours peur, parce qu'il n'y a rien qui me dit quand je m'éloigne. Voilà, là je sais que je vais avoir quelque chose de juste, en construisant en prenant cette matière, un peu comme pour du marbre ou de la boue pour la sculpture, quoi. Et par contre, ce que j'avais besoin, c'est d'explorer et de partager ce conflit de double loyauté. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans cette question, c'est la façon dont tu as abordé l'histoire. C'est-à-dire que ça se passe en 96 parce que c'est très marqué, effectivement, on le sait dès le début, c'est les manifestations étudiantes à Belgrade, mais tu le dis toi-même, ce que tu veux explorer, c'est ce conflit de double loyauté. Et finalement, le film n'est pas tellement marqué par cet aspect historique. En tout cas, tu ne recherches pas une vérité historique dans les décors, dans les costumes. Bon, finalement, ça pourrait être des jeunes d'aujourd'hui. Et le discours qu'on entend politique pendant les manifestations, ça pourrait être aussi un discours qu'on entendrait aujourd'hui. C'est ça, en fait, je pense, le sens de la question qu'on a eue. Oui, j'ai un peu cherché ça. Alors, pour répondre, je peux passer des heures sur un tournage à attendre la lumière ou cueillir un geste juste. Mais alors, m'occuper des figurants, du ventousage de la rue quand il faut enlever les voitures d'aujourd'hui pour faire des voitures anciennes, je ne vois aucun sens de me lever à 5h ou 6h du matin pour ça. Je peux avoir une énergie pour prendre l'avion pour quand, oui, sur mais... un tournage. Pour d'autres choses, ça ne me passionne pas. Quand je vois les films avec les figurants, avec les costumes, cette reconstitution antiquaire, poussiéreuse, je me dis, mon Dieu, quel travail immense, mais moi, je serais absolument incapable de me motiver à me lever 5h du matin, 6h du matin pour faire ça. Je trouve aucun intérêt. Voilà, donc j'ai voulu éviter tout ça. Et on a travaillé par ready-made. Donc il fallait trouver des rues, des appartements dans un quartier, parce que j'ai voulu que tout soit filmé dans le même quartier. Et par exemple, le trajet de l'appartement jusqu'à l'école, c'est le vrai trajet. Il y a une sorte de topographie très juste de ce quartier que je voulais donner à voir. Et par exemple, l'appartement du copain, il est vraiment à côté de l'appartement où vit le personnage principal. Parce que la production, en général, quand vous cherchez ça, ils disent il est totalement fou, celui-là. Ensuite, quand ils se rendent compte que c'est moins cher comme ça, ils vous aiment beaucoup. Hein. Et c'est vrai que c'est moins cher, parce que vous pouvez passer de là à là, ou au lieu d'aller d'un quartier de la ville à un autre quartier de la ville, c'est perdre du temps. Et en plus, c'est une ville qui n'existe pas. C'est une ville imaginaire. Voilà. J'ai choisi les arrière-cours où, par exemple, l'idée qu'il entre par la fenêtre dans l'école, c'était juste parce que les arrière-cours n'ont pas changé par rapport aux années 96-90. Elles sont restées identiques. Et quand il entre par la fenêtre dans l'école, c'est juste que sinon, si je voulais montrer l'entrée, il fallait enlever toutes les voitures d'aujourd'hui. Alors je me suis dit, non, j'ai aucun intérêt, ça coûte cher, on va perdre du temps. Je vois aucun intérêt de faire ça.
Donc, je me promenais autour de l'école en cherchant une façon d'entrer ou de filmer l'espace. Et puis, je me rends compte qu'il y a une fenêtre comme ça ouverte. Et je me rappelle que, gamin, on entrait parfois à l'école par la fenêtre. En fait, plus exactement, on fuit à l'école par la fenêtre. Voilà. Et je me suis dit, bon, ils sont dans une rébellion, ils vont entrer comme ça. J'aimais bien l'idée. Et ça m'arrangeait de ne pas ventouser la rue. Donc, il y a quelque chose d'une écriture du film qui se fait avec les vrais corps, avec les vrais lieux, qui est la chose que j'aime vraiment. Voilà, et qui modifie beaucoup le scénario. Oui, j'aurais très bien pu faire un film contemporain, parce que des manifestations, il y en a un. Je crois que je n'aurais pas pu donner la même émotion que ça a eu pour moi dans les années 90. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, ouais, il faut quand même que je me colle. C'était effectivement quelque chose de très personnel. Ouais, j'aurais mis à distance, quoi, l'émotion. Et c'est là où je me suis dit, OK, il faut que je me colle ce problème de... il faut choisir les habits, il faut faire attention que ce qu'on voit soit juste. Et ça coûte aussi. Ça coûte. Et que je fais des films avec peu d'argent, quelque part. Et parce que c'est difficile de l'avoir pour un cinéma d'auteur serbe qui n'a pas de public ni en France, ni en Serbie, vraiment. Voilà, est-ce que c'est... Au-delà de ça, tu fais de vrais... On a parlé à plusieurs reprises de Bresson, mais tu as parlé aussi de Rossellini. Tu fais de vrais choix de mise en scène qui étaient déjà présents dans Ordinary People, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de plans fixes, des plans séquences, et que l'émotion, elle passe aussi au travers la façon dont tu filmes les acteurs ou non-acteurs, puisque ils sont souvent en plan resserré, et aussi assez souvent quand ils sont en plan resserré, taiseux. C'est le cas de Stéphane, très souvent, qui est, même quand il est au milieu de la foule des manifestants, tu le cadres très proche, en fait. Il est seul dans une manière de faire un plan un peu claustrophobe, quoi. Et ça va aussi pour la mer de temps en temps, où on la découvre en gros plan sur... alors, elle apparaît un moment en reflet sur une glace. Enfin, voilà, il y a cette façon de filmer les acteurs qui est très importante pour faire passer le langage cinématographique. Alors, les deux cinéastes les plus importants pour moi sont Rossellini et Bresson, parce que c'est le début de la modernité au cinéma. Et ce cinéma moderne, c'est le cinéma que j'aime. Voilà, et je sais que intuitivement, je reviens toujours à ces deux cinéastes. Et après, c'est un film que j'ai eu très peu de temps de prépa. Je l'ai préparé en 4 semaines seulement, avec l'équipe, tout ça. Du coup, il est moins pensé à la mise en scène que Ordinary. Je l'ai beaucoup improvisé aussi, parce qu'on avait 3 scènes par jour à faire. Et parfois, j'avais une seule scène qui était préparée, les 2 autres, il fallait les improviser. Heureusement, comme on tourne dans l'ordre, c'est plus simple. Mais ça fait que ça m'est beaucoup plus compliqué de parler de choix de mise en scène sur ce film que sur Ordinary, et que d'une certaine façon, j'étais content de cette expérience, parce que je crois que ça laissait entrer l'émotion. Que dans Ordinary, peut-être il y avait trop de choix de mise en scène que j'avais pris comme ça, qui est un défaut des premiers films souvent, et que là, j'ai senti que l'émotion viendrait du fait d'être avec Stéphane, qui avait une sorte de lien très mystérieux qui s'est noué entre lui et moi, et qu'il faut que je suis ça. Qu'il ne faut pas que j'amène trop il
ne faut pas que la mise en scène vienne trop tuer ça. Donc, quelque part, j'ai accepté un peu de me retirer comme metteur en scène, d'être humble pour le suivre lui et en espérant que c'est ça qui va faire venir l'émotion à la fin. Voilà. Et dans les choix de mise en scène, il y a aussi, dans les choix que tu fais par rapport au cinéma, on va finir par là, mais il y a aussi le format très particulier que vous avez vu, donc on n'est pas en scope. Tu as fait un choix de 1,85, je crois, ou quelque chose comme ça. 1,85. Et tu tournes aussi en argentique, ce qui amène d'autres contraintes et un travail, on n'imagine pas comme ça, mais sur un film comme ça, qui, vous l'avez vu, part du lumineux, c'est-à-dire qu'on est dans l'Éden au début, et puis après, dès que la mer arrive, il pleut, et puis très souvent après, c'est sombre, c'est le soir, ça se passe la nuit. Ça, c'est des choix aussi de scénario. Mais tourner en argentique, ça emmène, donc c'est de la pellicule, hein, alors qu'on est à l'ère du numérique, ça amène plein de contraintes par rapport à la lumière, par rapport au travail à la lumière. Il faut des équipes là qui... c'est un travail très précieux et il faut être bien entouré. J'imagine que tu l'étais très bien parce que c'est un vrai plaisir de découvrir ça au cinéma en fait. Je pense que avec le temps, ce que j'ai compris, c'est que les cinéastes que j'aime profondément, c'est-à-dire, il faut changer de méthode pour inventer d'autres formes. Et que c'est ça qui m'intéresse plus que la question de la mise en scène. C'est ça qui est intéressant chez Bresson, ou Rossellini, ou Cassavetes. Je veux dire, saisir ce que Cassavetes réussit à saisir sur le visage de Gina Roland, donc ce qui nous donne à voir des états d'affect qui traversent le visage qu'on n'avait jamais vu. C'est pas une question de mise en scène, c'est une question de méthode de travail qu'on doit inventer pour qu'on peut saisir ça pendant le tournage. Voilà, donc quelque part, cette méthode... C'est de la peinture aussi, un petit peu, quoi, d'une certaine manière. C'est très pictural, ce travail de méthode. Oui, oui, absolument. Donc c'est la méthode qui m'est plus importante que la mise en scène. Même si la mise en scène est très très importante, mais cette idée de méthode et tourner dans l'ordre, qu'ils ne savent pas le scénario, aussi l'argentique, parce qu'il y a quelque chose dans l'argentique d'une saisie d'ici et maintenant, d'une ontologie de l'image dans le sens de Bazin que le numérique n'a pas. Quand j'avais fait un court-métrage pour Les Ponts de Savant entre les deux longs, je me suis rendu compte que sur le numérique, c'est juste impossible d'imposer ce fait qu'on veut saisir le réel au moment où il se passe. Il amène ce fait que tout peut être changé. Voilà. Et en fait, là, toute la difficulté de l'argentique, avec tout ce qu'il amène, qui peut être assez contraignant, mais ça m'aide aussi à amener l'équipe vers une méthode de travail. Il y a quelque chose de saisir une aube en argentique amène une sorte de concentration. Par exemple, sur la scène de suicide, on l'a tournée le dernier jour du tournage et j'avais 30 minutes. Et ensuite, toute l'équipe partait, revenait en France, au Luxembourg. C'était fini. Je n'avais pas un autre jour de la refaire. Donc, on avait répété la nuit et puis on a attendu pendant 1 heure qu'arrive l'aube et on avait 30 minutes pour faire les 3 plans. Voilà, mais ça mène une sorte de façon de travailler, de saisir le réel au moment où se passe, qui est quelque chose que j'aime et qui est l'intérêt que je trouve au cinéma. Je sais pas,
crois qu'il y a quelque chose de ce moment où, dans un film, on sent que ça commence à s'incarner, qu'une sorte de vie saisie. Il y a une force, pour moi, qui est incomparable avec un bon jeu d'acteur, par exemple. C'est là où le cinéma me touche. Donc, c'est ça que j'essaie de faire. Eh bien, on espère que ça vous a touché, comme moi j'ai été touché en tout cas par ce film. Merci à toi, Vladimir. Merci. En fait, Vladimir fait un aller-retour de Belgrade à Caen, il retourne à Belgrade et puis il va revenir en France faire une tournée. Donc merci beaucoup pour cette présence. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci. On rappelle que le film sort le 11 octobre, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est très important. Et puis, à l'occasion, essayez de découvrir aussi ce premier film de Vladimir qui s'appelle donc Ordinary People. Je ne sais pas si on le trouve sur les plateformes. Si on l'a ici au Vidéoclub, je ne me souviens pas très bien, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller revoir cette filmographie qui est passionnante. Merci. C'est ainsi que se termine cette rencontre. Le film est sorti en salle le 11 octobre 2023. De nombreux podcasts de luxe sont disponibles, n'hésitez pas à en découvrir d'autres. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ou bien directement en salle pour une prochaine rencontre luxe.